Il pensait voir passer un camion de ciment banal, un de plus sur une route poussiéreuse du Sahel. Quand le couvercle métallique s'est levé, la routine a basculé vers une matière grise et dense, des barils scellés capables de contaminer une rivière, d'anéantir un village ou de faire vaciller une région entière. Ce basculement touche plus que la douane. Il teste le pari d'Ibrahim Traoré sur le droit de respirer sans peur au Burkina Faso, et il oblige chacun à se demander ce que vaut une souveraineté quand l'habitude endort la vigilance. Soudain, la frontière n'était plus une ligne sur la carte, mais la dernière peau protectrice du pays. Ce récit n'est pas seulement l'histoire d'un convoi intercepté dans le désert. Il promet de montrer comment une décision administrative apparemment mineure peut devenir un test national, où la sécurité, la confiance et la souveraineté se croisent brutalement. Rester jusqu'au bout permet de comprendre en 10 minutes ce que des années de discours n'expliquent pas clairement. Le risque est simple. Regardez cet épisode comme un fait divers, alors qu'il révèle un mécanisme capable de saper un état sans bruit. Ce que vous gagnez en continuant, c'est une lecture structurée des signaux faibles, des chiffres clés et des choix humains qui redessinent la frontière entre routine et survie. Chaque partie éclaire un angle précis, sans emphase inutile, pour relier l'événement brut à ses conséquences concrètes. L'enjeu n'est pas d'adhérer à une position, mais de comprendre pourquoi cette affaire dépasse largement un poste de contrôle. À la fin, vous disposerez d'éléments pour juger par vous-même ce que vaut une souveraineté mise à l'épreuve. Et surtout, vous saurez pourquoi ce qui semblait banal ne l'était pas. Un détail décisif tient dans une donnée simple. Une date décalée de 7 jours sur un bordereau froissé a suffi à faire basculer toute l'affaire. Ce détail administratif, presque invisible, a transformé un contrôle routinier en signal d'alarme national, parce qu'il indiquait une répétition, donc une organisation. C'est à partir de là que l'ombre d'Ibrahim Traoré apparaît en filigrane, non comme un chef lointain, mais comme l'architecte d'un cadre où chaque anomalie doit être suivie jusqu'au bout. Pour comprendre pourquoi cette date compte autant, il faut revenir au contexte. Le Burkina Faso sort de plusieurs années de fragilisation institutionnelle, marquée par des frontières poreuses, des douanes décrédibilisées et une pression sécuritaire constante dans la région du Sahel. Dans ce paysage, les convois de ciment sont devenus des figurants parfaits, fréquents, peu contrôlés, associés à des chantiers imaginaires disséminés sur des centaines de kilomètres. La routine était l'allié du trafic. La réforme impulsée après l'arrivée d'Ibrahim Traoré repose sur une idée simple mais exigeante. La discipline remplace l'assistance. Les postes sont réorganisés, les équipes tournent plus vite et surtout, on apprend à lire les silences autant que les documents. Ce changement crée un terrain fertile pour que des signaux faibles soient enfin perçus. Dans ce cadre, la date décalée n'est pas une erreur isolée. En retraçant les itinéraires, les agents constatent des répétitions. Même chauffeur, mêmes horaires au crépuscule, même cargaison sans destination crédible. Progressivement, une carte invisible se dessine, reliant faux papiers, produits chimiques sans origine déclarée et réseaux transfrontaliers. Ce qui semblait être une fraude douanière prend alors une autre dimension, celle d'un système pensé pour durer. La question ouverte au début trouve ici une première réponse. Si ce camion a été intercepté, ce n'est pas par chance, mais parce qu'un cadre nouveau a rendu visible ce qui passait auparavant inaperçu. La curiosité initiale se referme sur un constat précis. Le danger ne surgit pas toujours avec fracas, il avance souvent masqué par l'habitude. Pour saisir la portée concrète de l'opération, il faut quitter un instant les rapports et suivre ceux qui ont tenu la ligne sur le terrain. Awa, jeune inspectrice des douanes, faisait partie de ces agents souvent relégués aux tâches secondaires, mais capables de lire une route comme d'autres lisent une carte.
À ses côtés, le lieutenant Karim, vétéran de Gawa, connaissait chaque tournant, chaque point d'eau, chaque halte improvisée par les chauffeurs au crépuscule. Leur rôle n'était pas de frapper, mais d'observer, conformément à des consignes strictes venues de la hiérarchie. Pendant plusieurs semaines, ils se sont mêlés au convoi, dormant sur des bâches usées, notant des détails sans éclat. Plaques répétées, horaires synchronisés, chargements identiques sans chantier visible. Ce travail discret illustre le changement de logique opéré récemment. Il ne s'agissait plus de multiplier les contrôles spectaculaires, mais de comprendre les habitudes, puis d'attendre le moment utile. L'impact précoce de cette méthode apparaît rapidement. Ce qui aurait autrefois été classé comme une simple anomalie administrative devient un signal à suivre. Awa consigne chaque observation dans un carnet délimé, consciente qu'un fil tiré au bon endroit peut dévoiler une toile pas entière. Karim, lui, mesure déjà la portée humaine. Chaque convoi suspect évité, c'est un village de moins exposé à un risque invisible. À ce stade, l'enjeu dépasse les deux agents. Il devient clair que cette vigilance patiente traduit une nouvelle relation entre l'État et ses frontières. Autrement dit, une discipline appliquée tôt change la trajectoire avant que la menace ne devienne irréversible. Avant l'interception, la frontière vivait au rythme d'une routine usée. Les camions passaient, les papiers étaient tamponnés, la poussière retombait et chaque poste pensait avoir tenu sa part du contrat. Après la découverte de la date décalée, ce cycle s'est rompu. L'événement déclencheur n'a pas été une explosion ni une arrestation spectaculaire, mais une décision silencieuse. Suivre sans intervenir. L'activation commence sans bruit. Awa referme son carnet. Karim ajuste les relais et l'ordre transmis reste volontairement minimal. Observer, cartographier, comprendre. Dans l'esprit d'Ibrahim Traoré, l'erreur la plus coûteuse serait de frapper trop tôt et d'alerter un réseau qui prospère sur l'anticipation. La montée de tension se joue donc dans la patience. Les mêmes itinéraires sont suivis, les mêmes chauffeurs apparaissent au crépuscule, les mêmes cargaisons de ciment circulent sans destination crédible. La répétition devient une preuve. Puis vient le moment de bascule. Une nuit tiède, un convoi reproduit exactement le schéma observé la semaine précédente. Ni plus rapide, ni plus prudent. Cette absence d'adaptation confirme que le système se croit invisible. La décision est prise d'intercepter un seul véhicule, assez pour comprendre, pas assez pour faire tomber le masque trop tôt. L'arrêt est d'une sobriété presque irréelle. Aucun cri, aucune arme brandie, seulement des moteurs coupés et la poussière qui se dépose lentement. Sous les sacs de ciment, les barils scellés apparaissent. L'odeur métallique, froide, fait immédiatement glisser l'opération d'un contrôle administratif vers une question de survie nationale. Le rapport initial remontait les échelons avant l'aube. À mesure qu'il progresse, les mots changent de poids. Anomalie, suspicion grave, contenant à risque élevé. Au sommet, la réponse d'Ibrahim Traoré tombe courte et tranchante. Observer, cartographier, ne frapper qu'une fois. Les répliques s'enchaînent alors. Une équipe réduite est mobilisée, sans renfort extérieur, dans une logique assumée d'autonomie. Pendant plusieurs jours, les agents suivent les flux, notent les plaques, reconstruisent les habitudes. La répétition devient une arme méthodique. Quand le piège se referme, il le fait sans détonation. Les camions sont immobilisés, les menottes claquent comme des verdicts secs, et le silence rend la scène plus glaçante encore. L'ouverture des barils confirme ce que personne n'osait formuler à voix haute. Ce n'est pas un accident, ni une fraude isolée, mais une pièce d'un puzzle plus vaste. La ligne des événements révèle alors sa logique interne. Déclenchement discret, montée patiente, réplique contrôlée. Avant, tout reposait sur l'habitude. Après,
Tout s'organise autour d'un principe clair. Ne jamais confondre vitesse et précipitation, surtout quand ce qui est en jeu dépasse largement un poste de contrôle. Le point de départ est clair, puis l'écart s'impose. Avant l'opération, les saisies restaient sporadiques et fragmentées. Après, les volumes et la cohérence des découvertes dessinent une montée de capacité qui ne laisse plus place au doute. C'est sur cette base que les ingénieurs militaires ont posé trois mesures, non pour dramatiser, mais pour expliquer, car expliquer suffit parfois à glacer davantage que le choc d'une image. Une première mesure s'impose. 3 tonnes d'explosifs interceptés. Ces matériaux instables pouvaient provoquer une explosion en chaîne au moindre choc. Ce volume tranche avec le précédent repère connu établi 6 mois plus tôt et montre un saut qui n'est pas marginal mais structurel. La logique n'est plus celle de petits détournements opportunistes. Elle correspond à une organisation capable de stocker, transporter et synchroniser. Dans cette lecture, chaque tonne n'est pas seulement une masse, mais un indicateur de maturité logistique. Une deuxième mesure apparaît. 1 tonne de cyanure à pureté élevée. Une fuite aurait contaminé un bassin fluvial en quelques heures seulement. La qualité observée dépasse les usages industriels ordinaires, ce qui change la qualification du risque. On ne parle plus d'un produit circulant par négligence, mais d'une substance préparée pour maximiser l'effet en cas de dispersion. Ce glissement est essentiel pour comprendre l'intention sous-jacente. L'impact recherché n'est pas économique, il est humain. Une troisième mesure ressort. 780 caisses de médicaments falsifiés. Chaque boîte pouvait provoquer des lésions graves après seulement 3 prises. Ces cargaisons visaient prioritairement les hôpitaux ruraux, là où les contrôles sont rares et la confiance fragile. Le chiffre brut importe moins que sa destination. Il révèle une stratégie ciblant les populations les plus vulnérables, celles qui disposent du moins de marge de protection. Ces trois données ne sont pas juxtaposées par hasard. Elles forment une trajectoire. Capacité explosive, toxicité environnementale, atteinte sanitaire. Ensemble, elles dessinent une architecture de sabotage intérieur, graduelle et silencieuse. Pour Ibrahim Traoré, cette lecture quantitative ne sert pas à exhiber une victoire, mais à ancrer une décision. Sans chiffres, l'intuition reste discutable. Avec eux, l'action devient proportionnée. L'écart entre le point de départ et l'état constaté éclaire aussi un autre aspect. Si ces volumes ont été interceptés, c'est que le système de vigilance a cessé de fonctionner en silo. Les données circulent, les anomalies sont recoupées et les signaux faibles gagnent du poids à mesure qu'ils se confirment. La preuve n'est donc pas seulement dans les barils ouverts, elle est dans la cohérence des écarts mesurés. La question posée plus tôt se précise ici. Ce qui était en jeu n'était pas un convoi, mais une capacité cumulative à nuire sans être vue. Les chiffres ferment une deuxième boucle de curiosité. Le danger n'était pas hypothétique, il était quantifiable et donc évitable à condition de maintenir la discipline qui l'a rendu visible. Deux objections majeures ont émergé presque immédiatement, portées par des analystes régionaux et des observateurs internationaux. La première soutient qu'un pays aux ressources limitées ne peut maintenir durablement un tel niveau de vigilance sans soutien extérieur. Selon cette lecture, la pression continue sur les douanes, les budgets contraints et la fatigue humaine finiraient par éroder la discipline instaurée. Autrement dit, la stratégie serait efficace à court terme, mais intenable dans la durée. La seconde objection se situe sur un plan géopolitique. En misant sur une autonomie opérationnelle stricte, le Burkina Faso risquerait de créer un vide exploitable par des réseaux installés au-delà de ses frontières. Sans coordination régionale formalisée, les flux clandestins pourraient simplement se déplacer, contourner les zones surveillées et revenir plus tard, renforcés par l'expérience.
Dans cette perspective, la souveraineté assumée devient un pari risqué, potentiellement isolant. Ces arguments ils sont solides en théorie et les ignorer affaiblirait toute analyse sérieuse. La réponse, cependant, ne s'est pas construite dans le registre du discours, mais dans l'observation des effets mesurables sur le terrain. En 6 mois, les flux de contrebande enregistrés à la frontière sud ont chuté de près de la moitié, indiquant non pas un déplacement massif, mais une contraction réelle. Parallèlement, plus de 1 000 officiers sont suivis une formation nationale coordonnée, créant un socle commun de pratiques et de réflexes. Ce point est central dans la logique défendue par Ibrahim Traoré. La stratégie ne repose pas sur une intensification permanente, mais sur une cohésion accrue. Moins de dépendance extérieure signifie davantage de lisibilité interne. Les responsabilités sont claires, les circuits décisionnels raccourcis et la motivation ancrée localement. La vigilance devient une norme partagée plutôt qu'un effort exceptionnel. Quant au risque de contournement régional, les données disponibles montrent une adaptation plus lente que prévue des réseaux. La répétition des contrôles cohérents, combinée à l'implication des communautés locales, réduit l'avantage habituel de la mobilité clandestine. Les objections demeurent pertinentes comme alerte, mais les faits observés déplacent le centre de gravité du débat. La conclusion provisoire est nette. Ce qui semblait intenable sur le papier s'est révélé fonctionnel dans la pratique, à condition de maintenir une discipline constante et lisible. La question n'est donc plus de savoir si la stratégie peut tenir, mais ce qui se passe si elle se relâche. Jusqu'ici, l'opération pouvait se lire comme une lutte classique contre des flux illicites structurés et transfrontaliers. Le point de bascule survient lorsqu'un détail change la nature même du problème. La découverte de médicaments falsifiés destinés aux hôpitaux ruraux. Ce n'est plus seulement une question de frontières, mais de confiance vitale, celle qui relie un patient à un comprimé censé le soigner. Dans un entrepôt discret, les cartons portent des logos inexistants, des noms d'entreprises qui n'ont jamais opéré dans la région. À l'intérieur, les analyses révèlent des poudres diluées, parfois toxiques, calibrées pour passer inaperçues jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Cette révélation déplace le cadre. Le réseau ne cherche pas seulement à contourner l'État. Il s'attaque au lieu où l'État est attendu comme protecteur. C'est à ce moment précis que la ligne tracée par Ibrahim Traoré prend une autre épaisseur. La souveraineté ne consiste plus seulement à contrôler des routes, mais à empêcher que la négligence organisée devienne une arme. La consigne reste la même, mais son sens s'approfondit. Frapper une fois, frapper juste, et surtout frapper ce qui détruit silencieusement. Ce milieu de parcours redéfinit l'enjeu. Il ne s'agit plus de savoir si un réseau est démantelé, mais si une société accepte que sa survie quotidienne soit ciblée sans réaction. La suite de l'histoire se jouera désormais sur ce terrain déplacé. Les effets de l'opération se sont d'abord manifestés au niveau de l'État. Les postes frontaliers, longtemps perçus comme des lieux de relâchement ou de compromission, ont changé de fonction symbolique. La baisse enregistrée des flux clandestins a donné aux administrations un indicateur clair. La discipline produit des résultats mesurables. Pour Ibrahim Traoré, cet impact institutionnel n'est pas une victoire proclamée, mais un signal de crédibilité retrouvée. Un État qui voit juste renforce sa capacité à décider sans bruit. Le second cercle concerne les acteurs économiques. La contraction des trafics a libéré des marges pour les circuits légaux, notamment dans l'agriculture et le transport régional. Des marchés frontaliers, auparavant saturés de produits illicites, ont retrouvé une régularité plus prévisible. Chaque convoi intercepté équivaut, selon les autorités financières, à plusieurs semaines d'échanges légaux préservés. Ce rééquilibrage n'a rien de spectaculaire, mais il stabilise des activités fragiles et restaure une concurrence plus lisible. L'économie ne s'envole pas, elle respire à nouveau. Le troisième cercle touche directement les citoyens. Dans les zones rurales, la disparition progressive des faux
médicaments a un effet immédiat sur la confiance sanitaire. Les dispensaires, longtemps exposés à des circuits opaques, voient diminuer les risques invisibles pesant sur les familles. Pour beaucoup, la sécurité cesse d'être une abstraction militaire pour devenir une protection concrète de la vie quotidienne. Cette perception change la relation entre la population et les contrôles. Signaler un passage suspect devient un acte de protection, non de délation. Le quatrième cercle est régional. Dans plusieurs capitales ouest africaines, l'approche burkinabé est observée avec attention. Certains y voient un précédent, d'autres une anomalie difficile à reproduire. Mais le constat commun est simple. Un pays classé fragile a modifié les règles du jeu sans soutien massif extérieur. Des échanges discrets s'amorcent, des questions circulent sur les méthodes, la formation, la coordination locale. La région ne bascule pas, mais elle regarde. Ces quatre cercles ne produisent pas le même effet au même rythme. Ils se superposent lentement, créant une dynamique cumulative. L'État gagne en lisibilité, l'économie en stabilité relative, les citoyens en confiance, la région en interrogation nouvelle. Dans cette stratification, l'empreinte d'Ibrahim Traoré apparaît comme un fil conducteur discret. Moins de déclarations, plus de mécanismes tenus. La conséquence la plus durable n'est peut-être pas visible dans les chiffres immédiats. Elle réside dans un déplacement mental. La sécurité n'est plus perçue comme un état passif garanti par ailleurs, mais comme un équilibre entretenu. Ce déplacement prépare le terrain pour les choix à venir car il conditionne la manière dont chacun acceptera ou non la vigilance dans le temps. Les services de planification ont retenu trois trajectoires possibles pour l'année à venir. Elles ne cherchent pas à prédire l'avenir, mais à encadrer la décision dans un environnement où chaque relâchement a un coût disproportionné. Ces scénarios reposent sur une même variable centrale, la constance de la vigilance. Un scénario de base se dessine, la stabilité sous tension. La discipline instaurée se maintient sans s'étendre significativement. Les réseaux clandestins, affaiblis, adaptent leurs itinéraires sans retrouver leur fluidité passée. Les flux illicites continuent de reculer lentement, à condition que les rotations d'équipes et la circulation de l'information restent régulières. Dans ce cadre, l'État consolide ses acquis sans les transformer en levier régional. Ce scénario n'offre ni rupture ni soulagement spectaculaire, mais il stabilise un équilibre fragile, suffisant pour éviter un retour en arrière. Un scénario plus favorable apparaît. L'effet d'entraînement contrôlé. Les méthodes mises en place deviennent lisibles et partagées. Des échanges techniques discrets s'amorcent avec des pays voisins confrontés aux mêmes vulnérabilités. La coopération reste pragmatique, centrée sur la formation et la synchronisation des contrôles sans dilution de l'autonomie. Les circuits légaux bénéficient alors d'un environnement plus prévisible et certaines zones rurales enregistrent une amélioration mesurable de l'activité. Dans cette trajectoire, la ligne défendue par Ibrahim Traoré cesse d'être perçue comme isolée et devient une référence pratique sans proclamation politique excessive. Un scénario plus défavorable est possible, l'usure silencieuse. Une crise économique, un affaiblissement administratif ou une lassitude humaine rompent la cohérence du dispositif. Les réseaux exploitent ces failles, d'abord marginalement, puis de façon plus visible. La reprise n'est pas brutale, mais progressive, nourrie par la conviction que la vigilance s'est émoussée. Dans ce cas, le danger ne vient pas d'un adversaire plus fort, mais d'un relâchement interne difficile à corriger rapidement. De ces trois scénarios émerge une recommandation de méthode. Il ne s'agit pas d'intensifier sans limite ni de se satisfaire des résultats acquis. La question clé devient conditionnelle. Si la vigilance reste lisible, partagée et mesurée, alors les gains peuvent se maintenir sans épuiser le système. Ce cadre prépare la transition vers l'impact concret sur ceux qui vivent cette politique au quotidien. À ce stade,
L'analyse peut sembler lointaine, structurée par des chiffres, des scénarios et des choix stratégiques. Pourtant, ces effets descendent directement au niveau de ceux qui vivent et travaillent dans le pays, y compris ceux qui l'observent de l'extérieur. Comprendre cette affaire, c'est comprendre comment une politique de vigilance se traduit en expériences concrètes. Pour les familles rurales, l'impact est immédiat et tangible. Moins de faux médicaments signifie moins de risques invisibles dans les dispensaires. Moins de convois clandestins réduit la pression sur des villages souvent pris entre trafic et silence forcé. La sécurité cesse alors d'être perçue comme une abstraction militaire pour devenir une protection du quotidien. Pour les travailleurs et petits entrepreneurs, le changement est plus discret mais tout aussi réel. Des marchés moins saturés de produits illicites rétablissent une concurrence plus lisible. Les transporteurs légaux voient leur trajet moins exposé à des réseaux parallèles. Cette normalisation progressive ne crée pas de prospérité soudaine, mais elle redonne de la prévisibilité, un facteur clé pour toute activité économique fragile. Pour les jeunes urbains, souvent sceptiques face aux récits officiels, l'effet est surtout narratif. L'opération circule comme une histoire concrète, non comme un slogan. Elle montre que la vigilance est une compétence qui s'apprend, pas un mythe réservé aux forces armées. Certains s'engagent dans des programmes civiques, d'autres observent simplement avec plus d'attention. Enfin, pour le spectateur qui suit cette histoire, l'enjeu est intellectuel. Il ne s'agit pas d'adhérer à une ligne politique, mais de saisir un mécanisme. Ce mécanisme montre comment des décisions tenues dans la durée produisent des effets cumulatifs. Dans ce cadre, la trajectoire impulsée par Ibrahim Traoré devient un cas d'étude plus qu'un symbole. La question qui s'installe est simple. Si la vigilance devient une pratique partagée, jusqu'où peut-elle transformer une société sans la fatiguer? Après le diagnostic et les impacts observés, la question devient opérationnelle. Comment éviter que les acquis se dissipent avec le temps? La feuille de route arrêtée à l'issue du rapport final ne cherche pas l'effet d'annonce. Elle vise à transformer une opération réussie en pratique durable, lisible et mesurable, conformément à la ligne fixée par Ibrahim Traoré. D'abord, une première étape. Centraliser le renseignement. Les postes de douane sont reliés à une base unique alimentée en temps réel. Chaque anomalie est enregistrée, recoupée et suivie. L'indicateur clé n'est pas le nombre d'arrestations, mais la réduction du délai entre signalement et décision. Ensuite, une deuxième étape. Ancrer la vigilance locale. Des programmes notés civiques ciblent les villages frontaliers, les commerçants et les transporteurs. L'objectif est simple. Augmenter la qualité des alertes plutôt que leur volume. La réussite se mesure à la précision des signalements et à leur régularité. Puis, une troisième étape, structurer les patrouilles mixtes. Forces de sécurité et relais civils opèrent selon des protocoles partagés. Le temps de réponse devient l'indicateur central. Passer de plusieurs heures à moins d'une heure change radicalement la capacité d'interception. Enfin, une quatrième étape, soutenir la réinsertion économique. Les anciens acteurs des circuits clandestins disposent d'alternatives concrètes, notamment via des micro-projets agricoles. Le suivi porte sur la pérennité des activités, non sur leur nombre initial. Et pour terminer, une cinquième étape, évaluer de manière indépendante. Tous les trimestres, 3 éléments sont mesurés: incidents évités, participation communautaire, confiance publique. Dans cette approche, défendue par Ibrahim Traoré, la sécurité n'est plus comptée en coupeau porté, mais en continuité préservée. Cette feuille de route n'élimine pas le risque, elle le rend visible, suivi
et donc gérable dans le temps. Awa est revenu sur la clairière où tout avait commencé. Le sol portait encore les traces sèches des pneus, l'empreinte laissée par les barils ouverts, et cette odeur lointaine qui rappelait moins le danger que la décision prise. Ce lieu n'était plus une scène d'enquête, mais un point de bascule, celui où la routine avait cessé de protéger. À ses côtés, Ibrahim Traoré observait sans commentaire inutile. Il ne cherchait ni à célébrer ni à transformer l'opération en récit héroïque. Son regard suivait simplement la ligne tenue, la discipline appliquée, la peur contenue sans excès. Cette sobriété donnait au silence une densité particulière, presque plus lourde que les chiffres lus dans les rapports. Awa sortit de sa poche la photographie conservée depuis la première saisie. Une caisse marquée aide humanitaire. Le contraste entre l'étiquette et le contenu lui serra la gorge. Ce détail, minuscule en apparence, résumait tout. Le mal n'avance pas toujours armé, il avance souvent masqué. Dans ce moment suspendu, une certitude s'imposa. On ne protège pas une frontière pour elle-même. On la protège pour ce qu'elle rend possible. La vie ordinaire, les gestes simples, la confiance fragile. La ligne défendue par Ibrahim Traoré n'était pas une posture, mais une pratique silencieuse, éprouvée loin des discours. La phrase qui resta n'avait rien d'emphatique. Tenir la ligne, c'est tenir le quotidien. Quand la nuit tombe sur Ouagadougou, rien ne signale extérieurement ce qui a changé. Les routes restent poussiéreuses, les postes frontaliers sobres, les silhouettes anonymes fidèles à leur tour de garde. Pourtant, une transformation plus discrète est à l'œuvre. La vigilance n'est plus vécue comme une contrainte imposée, mais comme une responsabilité partagée. Cette histoire n'invite ni à l'admiration aveugle, ni au rejet réflexe. Elle propose autre chose, un cadre pour réfléchir à ce qui permet à un pays de tenir sans s'épuiser. La trajectoire impulsée par Ibrahim Traoré montre que la souveraineté ne se proclame pas, elle s'entretient, geste après geste, décision après décision. Elle pose une question qui dépasse largement le Burkina Faso. Dans des contextes fragiles, faut-il chercher des solutions spectaculaires ou accepter des mécanismes plus lents, moins visibles, mais plus enracinés? Faut-il attendre la crise pour agir ou apprendre à écouter les signaux faibles avant qu'ils ne deviennent irréversibles? Ces interrogations ne demandent pas de réponse immédiate. Elles demandent surtout de l'attention. Si cette analyse vous a accompagné jusqu'ici, la suite dépend moins de ce que vous pensez que de ce que vous observez désormais. Car parfois, comprendre est déjà une forme de vigilance.